Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief des conférences de presse de Thiago Almada, c'était quand même la bonne surprise, et de Paulo Fonseca qu'on attendait évidemment après la défaite du Paris Saint-Germain, voir un petit peu quel était son diagnostic et quelles sont peut-être les solutions qu'il envisage contre Brest. Justement, Brest, vous l'avez à l'écran. Je vous invite à venir voir, évidemment, si ça vous intéresse, mon commentaire live. Vous verrez, c'est très sympa, on peut échanger entre supporters dans le chat. Donc n'hésitez pas à venir voir et en attendant, même si vous ne regardez pas le live, n'hésitez pas à mettre un petit like comme ceux qui l'ont déjà fait. Vous le voyez déjà, 76 likes. Donc Thiago Almada qui se présentait pour la première fois en conférence de presse, on va dire, outre la présentation, je ne sais plus s'il s'est exprimé lors de la présentation. En tout cas là, entre deux matchs, donc on attendait un petit peu de voir quel était son ressenti puisqu'il est arrivé il y a à peu près un mois à l'Olympique lyonnais. Est-ce qu'il se voit déjà titulaire? Donc c'est des questions quand même qui sont très importantes, puisque beaucoup de supporters réclament Almada titulaire depuis quelques temps, mais je pense qu'il n'était pas prêt physiquement. Vous allez voir que aujourd'hui, sans doute, il l'est. Alors on lui demande comment il juge ses débuts à l'OL. Alors il est très satisfait, il essaye de s'adapter le plus rapidement possible, il est aidé en cela par ses coéquipiers et tout le staff, il est très content, il essaye, quand il a du temps de jeu, de donner le meilleur de lui-même et de démontrer à travers les minutes de jeu qui lui sont accordées, d'aider l'équipe le mieux possible et toujours de donner le meilleur de lui-même. Vous savez, c'est la mentalité argentine. On y va franco et on donne le meilleur de soi en toutes circonstances. Du reste, il a un bon modèle puisqu'il a Tagliafico à côté de lui. On lui demande ce qui est le plus difficile à appréhender par rapport à ce qu'il a connu avant. Rappelons qu'il a joué en MLS, il a joué au Brésil, à dire sur les dernières saisons. Et donc, il répond qu'il essaye de s'adapter à la vie quotidienne qu'il a ici. Il trouve que le rythme de jeu est très élevé, qu'il y a beaucoup d'intensité et aussi qu'il y a beaucoup de puissance chez les joueurs de Ligue 1. On verra qu'il est à nouveau interrogé sur le sujet, mais il dira que quand même au Brésil, c'est assez physique, c'est assez intense. Je dirais que ça c'est pas vraiment ce qui lui a été demandé, mais je le rajoute moi. Je pense qu'il y a quand même plus de pressing en France qu'au Brésil. En tout cas, c'est ce que nous avait dit l'ami Lucas Perry lors d'une d'une conférence de presse précédente. Oui, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine, c'est pas évident, mais vous inquiétez pas, dimanche, je serai plein badin. Alors Hugo Guimès semble constater qu'il finalement, il rivalise physiquement et techniquement avec les joueurs de Ligue 1, donc il est un petit peu surpris de cela, et il lui demande s'il se sent en capacité de postuler à une place de titulaire. Alors il répond que, comme il l'a dit un petit peu précédemment, il travaille tous les jours pour se mettre au niveau et pour pouvoir aider l'équipe le plus rapidement possible. Donc évidemment, il ne va pas dire « oui, je mérite des titulaires ». Et Darget lui demande quelles sont ses principales qualités. Alors il répond que ses qualités principales, on les a déjà vues en match, ce qui est vrai. C'est-à-dire la capacité de déséquilibrer l'équipe adverse, d'amener le jeu vers l'avant, de tirer au but et de délivrer des passes décisives. Je me souviens d'ailleurs que, je ne sais plus si c'est dans le dernier match ou le match d'avant, qu'il avait décoché un tir d'une puissance tout à fait étonnante quand on voit le gabarit de ce joueur qui est quand même, qui apparaît en tout cas assez frêle. On l'a branché évidemment sur Tagliafico, lui aussi argentin. Ils ont d'ailleurs été ensemble en équipe d'Argentine lors de la Coupe du Monde. Donc il a évidemment beaucoup échangé avec Nicolas Tagliafico avant même d'arriver à l'Olympique lyonnais, notamment sur différents aspects du club, de la ville. C'est évidemment une très grande aide pour lui de l'avoir à ses côtés, mais il dit aussi qu'il parle beaucoup avec les joueurs qui parlent un peu d'anglais ou d'espagnol. On peut rappeler que Thiago a évolué en MLS, donc il a forcément quelques notions, même des notions avancées d'anglais. Je pense que c'est quelqu'un qui a l'air quand même d'être assez intelligent. Et je pense qu'il a un bon niveau d'anglais. Après, les joueurs de notre équipe, c'est moins sûr. Mais on en a quand même qui ont évolué en Première Ligue. Donc il dit aussi un petit peu plus tard dans son intervention qu'il va se mettre au français.
Alors, il est reconnaissant, hein, il est reconnaissant envers Tagliafico de l'avoir aidé pour son intégration. Concernant la titularisation, on lui demande est-ce qu'il se sent prêt. Alors lui, en tout cas, il se sent à 100% sur le plan physique. Et évidemment, la décision d'intégrer le 11, elle ne dépend pas de lui, elle dépend de l'entraîneur. Donc on va voir que Paulo Fonseca, justement, a répondu à cette question. Quand il est arrivé, c'est rare hein, finalement qu'un entraîneur dise que tel ou tel joueur sera titulaire, parce que forcément, si vous titularisez un, l'autre ne le sera pas. On le verra d'ailleurs sur le dossier Lacazette. Attention, hein, Paulo Fonseca, bon, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais il est en train de faire des trucs qui peuvent peut-être se retourner contre lui. Alors on lui demande ce que ça lui a apporté d'avoir gagné 2 titres avec Botafogo, notamment le titre du Brésil et la Copa Libertadores, hein, qui est la Ligue des champions d'Amérique du Sud. Alors lui dit que surtout ça l'a aidé notamment par rapport, je dirais, au manque de stress pour aborder les grands matchs, hein, donc une tranquillité pour aborder les grands matchs. On lui a demandé aussi si enchaîner la MLS, les Jeux Olympiques, la saison au Brésil, la Libertadores, est-ce que ça n'a pas créé une sorte d'usure mentale chez lui? Alors il dit non, parce qu'il a eu du temps, environ 1 mois, pour se ressourcer avec sa famille et ses amis, qu'il se sent de toute façon dans sa meilleure forme et avec une très bonne énergie pour pouvoir apporter tout ce qu'il peut apporter à cette équipe de l'OL. Hugo Guimé à nouveau lui demande quelle est sa position de jeu favorite sur le terrain. Donc là, Hugo précise que on l'attend surtout en numéro 10. Et Thiago Almada explique qu'à Botafogo, il jouait plutôt sur le côté gauche, que c'est une position dans laquelle il se sentait à l'aise, mais qu'effectivement, sa position de base est plutôt numéro 10. Mais ce qu'il dit, pour lui, c'est que la position la plus importante, c'est celle que l'entraîneur va lui désigner et que ça ne le gêne pas de jouer à gauche ou au milieu, enfin en numéro 10. Donc, dans un 4-2-3-1, on peut très bien imaginer qu'on continue avec Tolisso en numéro 10 et que Thiago Almada soit à gauche, Ryan Cherki à droite et un 9, on en reparlera tout à l'heure, avec Paulo Fonseca. Alors justement, puisque j'ai évoqué le nom de Ryan Cherki, on lui a demandé comment se passait son entente avec Ryan Cherki. Et lui, il dit, effectivement, on se trouve très bien sur le terrain. On essaie de lui donner la balle pour qu'il fasse ce qu'il sait très bien faire. Donc il s'entend très bien avec Ryan Cherki. Bon, de toute façon, les deux sont des joueurs de ballon. Alors, le défi, évidemment, c'est d'avoir 2 joueurs quand même qui aiment bien avoir la balle dans les pieds. Mais ce qu'on constate quand même avec Thiago Almada, et ça c'est quelque chose qui est très appréciable, c'est que bien qu'il ait une technique de très haut niveau, il ne mange pas la balle, il la lâche très rapidement. Et vous allez voir, de toute façon, Paulo Fonseca va revenir dessus. Et il est vraiment dithyrambique sur l'ami Thiago Almada. Alors ensuite, une question auquel Thiago Almada n'a pas vraiment répondu, mais vous allez comprendre pourquoi quand on lui pose la question, puisqu'on lui demande en gros quel est son plan de carrière. Est-ce que rester à Lyon, c'est juste une question d'opportunité, de se montrer, une sorte de tremplin, ou est-ce qu'il va s'inscrire dans la durée? Bon, évidemment, il n'y a pas à dire, non, je viens pour 6 mois, après je me barre. Donc il dit, je suis focalisé à 100% sur l'Olympique Lyonnais, je vais donner le meilleur pour que le public et mes coéquipiers voient ce que je peux montrer sur le terrain. Donc voilà, effectivement, lui, il va pas se prononcer. Je rappelle qu'il avait eu la maladresse de dire qu'il se voyait s'inscrire dans la durée avec Botafogo. Au final, il a fait 5 mois. Bref, on a terminé avec un point quand même qui est très intéressant, qui est très important pour un joueur de foot, c'est la sélection nationale. Vous savez que en 2026, il y a une Coupe du Monde aux États-Unis, et donc on lui demande est-ce que c'est dans ses plans. Alors évidemment, il a dit oui, il ne va pas dire non, la sélection je m'en fous, la Coupe du Monde ça m'intéresse pas. Donc il dit voilà, qu'il va faire le maximum au quotidien et quand il a du temps de jeu sur le terrain pour s'inscrire dans la durée dans cette sélection nationale. Donc vous voyez, un Thiago Almada qui a l'air bien dans ses baskets, hein, on le voit sur la photo, il est frais, il a l'air sympa comme tout. C'est un bon joueur, je pense qu'effectivement, lui, un petit peu comme Lucas Perry, va devenir un favori du public.
Il est moins, je pense, clivant que d'autres joueurs, notamment Ryan Cherki. Alors, est-ce qu'il va rester très longtemps? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, je pense que là, on a touché quand même un joueur assez intéressant, même si moi, je l'admets, j'avais des doutes, notamment sur son adaptation sur le plan physique. Et puis aussi, je constatais que, bah, sur le plan statistique, sa saison au Brésil, elle n'a pas été terrible, hein. Quand on compare avec son avant-dernière saison MLS, d'ailleurs, sa demi-saison MLS en 2024 n'est pas super. Sa saison 2023 est extraordinaire, ça c'est vrai, des stats absolument folles, des stats à la Mohamed Salah. Mais sa demi-saison 24 à Atlanta n'a pas été terrible. Et ces 5 mois avec Botafogo n'ont pas non plus été exceptionnels. Par contre, nous, sur le peu de temps de jeu qu'il a eu depuis son arrivée, je trouve qu'il a montré des choses intéressantes. Et effectivement, je trouve qu'il ne donne pas sa part aux chiens défensivement, donc ça c'est un très bon point pour lui également. Alors passons à notre coach Paulo Fonseca. Alors, vous voyez avec la miniature que effectivement il n'y a pas de suspense, hein, puisqu'il a d'ores et déjà annoncé que Thiago Almada serait titulaire. On y reviendra un petit peu tout à l'heure parce qu'il a parlé assez longuement de Thiago Almada. On lui a demandé s'il y avait des blessés. Alors il dit que tout le monde est là. Alors on sait que Tagliafico est suspendu, mais que Abner est blessé et donc il y a de fortes chances qu'il ne soit pas disponible pour le match. Donc on lui a dit, et à mon avis à juste titre, ouais mais quand même, vous avez vos 2 latérales gauche qui sont absents, ça pose quand même un petit souci. Mais alors là je peux vous dire que Paulo Fonseca, il n'a pas levé le cil, non, pour lui il n'y a pas de souci. On a Ansley Maitland-Niles, on a Koumbedi, donc pour lui c'est pas un problème du tout. Moi, j'envisageais même, alors peut-être que ça fera sourire certains, que Malik Fofana, qui a joué piston en Belgique, pourrait peut-être redescendre d'un cran, mais bon, je pense que c'est pas la tendance. Autant l'avoir devant pour poser des problèmes à l'adversaire. Donc il l'a dit d'emblée, Thiago Almada sera titulaire. Il a de grandes qualités, il joue très bien entre les lignes, il est intelligent. Quand il est entré, il a très bien joué. Il mérite de commencer dimanche, il mérite d'être titulaire. Ce sera un joueur très important pour le futur de l'équipe. Techniquement, il est très fort, il comprend les espaces, il prend les bonnes décisions dans la finition des actions. Il travaille aussi défensivement. Et on a préparé l'équipe pour avoir cette possibilité de titulariser Thiago Almada. Donc vous voyez, on est en train de construire le jeu autour de Thiago Almada. Ça me paraît un peu tôt, mais bon, écoutez, on va faire confiance à Paulo Fonseca dans son choix tactique. Alors, il a été dithyrambique sur l'ami Thiago Almada, mais il a été dithyrambique sur Brest. Je vous rappelle quand même que la saison passée, les amis, j'avais prédit, et oui, vous pourrez vérifier, que Brest finirait dans le top 3. On m'a ri au nez. Maintenant, c'est moi qui rigole. J'ai énormément de respect pour cette équipe. Alors, d'ici la fin de la saison, on a beaucoup de matchs difficiles, mais celui contre Brest est sans doute un des plus difficiles. C'est une bonne équipe qui a des bons joueurs. L'entraîneur fait un travail magnifique. Elle joue avec beaucoup d'intensité. Elle est très physique, très rapide, mais nous avons l'ambition de faire un bon match. Donc, vous voyez, on reconnaît la qualité de l'adversaire qui est certaine, même si cette saison en Ligue 1, Brest, ça a été un petit peu plus compliqué. Maintenant qu'ils sont éliminés de la Ligue des Champions, ils sont fait fesser. Maintenant qu'ils sont éliminés de la Coupe de France, cette semaine d'ailleurs, est-ce que cette élimination ne va pas laisser des traces? Je ne sais pas. Donc ils vont se concentrer sur le terrain et ils sont pas très loin de nous, hein. C'est-à-dire que c'est le fameux match à 6 points, ils ont 3 points de retard sur nous. Donc s'ils gagnent, ils reviennent à égalité avec nous. Si on gagne, on les laisse à 6 points. Donc vous comprenez bien qu'il faut absolument gagner ce match. Je rappelle quand même qu'on a 7 points de retard sur le podium. Donc à domicile, il n'y a pas le choix, hein. Il n'y a pas le choix. On a à la fois une chance et une difficulté. La chance, c'est qu'on va jouer tous nos adversaires directs pour le podium d'ici la fin de la saison. Alors ça s'est mal passé contre le PSG, ça s'est mal passé contre Marseille, mais il reste Monaco, il reste Nice, il reste Lille, et donc Brest. Donc voilà, il va falloir faire le job. Je crois qu'il y a Lens aussi, il y a Strasbourg. Enfin bon, tous ceux qui sont autour de nous, on va les jouer. Donc c'est difficile parce que ce sont de bonnes équipes, mais en même temps, c'est l'opportunité, en les battant, encore faut-il le faire, de se replacer au mieux vers nos objectifs de la saison en championnat. Alors il est revenu un petit peu sur le match du Paris Saint-Germain, et sachez-le, il ne regrette rien.
Moi, personnellement, j'ai plutôt défendu Paulo Fonseca. Mais quand il dit « je ne regrette rien », je ne peux pas être d'accord avec lui. Je pense qu'il a tardé beaucoup trop longtemps à faire entrer Mikotadze. Je reparlerai de Mikotadze en parlant de Lacazette, parce que vous allez voir que là aussi, il nous a donné une info qui, à mon avis, le place dans une situation un petit peu délicate, Paulo Fonseca, parce que ce choix-là pourrait vraiment se retourner contre lui. Donc il ne regrette rien du match contre le PSG. Je dois voir le match avec mes yeux d'entraîneur. Je ne connais pas beaucoup d'équipes qui ont contrôlé le jeu offensif de PSG, mais nous, on a réussi à le faire. On a très bien défendu en première mi-temps. Bah oui, mais un match, c'est 2 mi-temps. Et on a pris 2 buts en 5 minutes. Donc moi, je veux bien qu'on dise qu'on a bien maîtrisé le jeu offensif du PSG, mais on en prend 3 en une mi-temps. Donc je me dis, si on avait mal géré le jeu du PSG, on en aurait pris combien, les amis? Parce que, comme je le disais lors du débrief, on constate que l'OL, quand il défend bien, il ne sait plus attaquer, et quand il veut attaquer, il prend des buts. Donc bon, c'est quand même une situation un petit peu difficile à gérer, et on compte sur ce monsieur, là, Paulo Fonseca, qui a été recruté pour ça, hein, parce que, évidemment, on va commencer rapidement à faire le bilan de Paulo Fonseca, notamment à la prochaine trêve internationale. Je rappelle que Pierre Sage a été viré parce que John Textor considérait que Monsieur Paulo Fonseca, là, eh bien, il avait une structure supérieure défensivement qui fait que ça nous permettrait d'atteindre nos objectifs. Donc écoutez, moi j'apprécie Fonseca, il n'y a pas de souci, je lui fais confiance, mais sa marge de manœuvre, elle est quand même très 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 limitée. Alors face au PSG, il a quand même reconnu que on avait quand même du mal à récupérer le ballon, et puis quand on le récupérait, à bien l'utiliser. Il dit aussi que on a montré beaucoup de force, d'énergie. On aurait sans doute mérité un autre résultat, vous savez, c'était sa déclaration après le match. Bon, moi je pense qu'il se leurre un peu. Mais bon, voilà, tout ça c'est du passé. On doit regarder devant, et devant, c'est Brest. Alors il dit qu'il n'a pas regardé le 7-0 du PSG face à Brest, tout simplement parce qu'il considère que c'était des équipes totalement différentes, il y avait énormément de rotation, donc ce match de toute façon ne lui aurait donné aucun enseignement. Il dit qu'il connaît très bien les forces de Brest, et je crois que c'est l'un des matchs les plus difficiles qui nous restent jusqu'à la fin de cette saison. Alors on l'a interrogé sur la semaine, puisque vous savez que chaque semaine il nous dit qu'il est très content de l'implication des joueurs dans le travail. Et il poursuit, il continue, il dit « Depuis que je suis arrivé, les joueurs ont toujours été très impliqués, il y a beaucoup d'intensité aux entraînements, je suis très content de ce qui se passe. Tous les jours, les joueurs sont au maximum, cette semaine ça a été la même chose, ils travaillent très bien, avec beaucoup d'intensité, ils sont très attentifs, très concentrés, et vraiment c'est un groupe que j'aime énormément. » C'est bien, pour le moment, on ne peut pas dire qu'ils sont en conflit avec ces joueurs. Mais voilà, battre Reims, battre Montpellier, c'est bien, mais maintenant, il va falloir quand même passer à la vitesse supérieure. Alors, on lui a demandé si s'était fixé une sorte d'objectif de points jusqu'à la fin de la saison pour atteindre les objectifs. Alors, et non, pas du tout. Quand on joue une équipe aussi forte que Brest, on se prépare pour ce match-là. C'est vrai qu'après, on va enchaîner Bucarest, on va enchaîner donc d'autres matchs de la suite de la saison, mais pour le moment, son focus unique, c'est le match de Brest. Il dit d'ailleurs que il y aura peut-être des rotations dans les matchs futurs, tout simplement parce que le plan de jeu peut changer, mais en tout cas, ils se sont focalisés jusqu'à présent sur le plan de jeu pour battre Brest. Et donc, on a terminé avec une petite bombinette, si on peut dire. Bon, c'est toute petite bombinette. La première bombinette, c'était que Thiago Almada serait titulaire. Ça, on s'y attendait pas forcément, en tout cas qu'il l'annonce, que ce soit le cas peut-être, mais pas qu'il l'annonce. Et il a dit que Lacazette serait titulaire, qu'il était à 100%. Vous savez que Lacazette se plaignait d'une douleur au genou, visiblement ce n'est plus le cas. Bon, alors je sais que sur la chaîne, il y a des fervents supporters de Lacazette, donc je les respecte, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que quand on voit l'entrée lors des 10, 12, 15 dernières minutes du match de Mikotadze, qui donne une passe décisive, qui a 2 énormes occasions, son retourné et un tir à peu près au point de pénalty, qui est détourné, qui met une grosse intensité, une grosse volonté, je trouve quand même que c'est quand même un petit peu embêtant, je trouve, de
heu, de ne pas redonner, sa chance à Mikotadze. C'est quand même un match très important. Alors certains diront: «Bah oui, mais s'il est titulaire en coupe d'Europe, c'est aussi prestigieux». Oui, non mais je suis d'accord, mais le match contre Brest, il est extrêmement important. Il va falloir, être présent tout de suite, alors est-ce que Fonseca considère que, comme on aura la possession, c'est bien d'avoir des mecs, qui jouent en pivot comme Lacazette? Bon, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, je trouve que pour Mikotadze, ça peut commencer un petit peu à le saouler. Déjà qu'il a très peu joué contre le PSG. Si il débute pas ce week-end, je pense quand même qu'il peut commencer à estimer qu'il est pas super bien traité. Bon après, c'est des égos, mais les égos, c'est très, très important dans un groupe, c'est très, très important dans le foot et c'est très, très important à Lyon. Alors il faut ménager celui de Lacazette, il faut ménager celui de Mikotadze, il faut ménager Cherki, il faut ménager Almada, il faut ménager tout le monde. La difficulté de l'entraîneur évidemment, c'est de faire des choix. Il choisit Lacazette, j'espère pour lui qu'il ne se sera pas trompé. De toute façon, c'est le match qui dictera, la réalité des choses. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour le débrief de ces conférences de presse. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et je vous dis à dimanche pour le match. Merci, au revoir.